destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Quand on sort d'une immense gare européenne en plein centre-ville, mettons, en général, on s'attend au vacarme habituel, tu sais. Les klaxons, les sirènes, le bruit des moteurs diesel des autobus. Ouais, le gros chaos urbain classique, là. Exactement. Mais là, à la place, il y a un silence qui est presque troublant. Le seul bruit de fond, c'est le cliquetis métallique de genre milliers de chaînes de vélos puis le tintement des petites sonnettes. Ah, ça, c'est un choc sensoriel très, très réel. Tellement. Dès la première seconde, on réalise que les règles habituelles de l'urbanisme, elles viennent de prendre le bord complètement. Tu sais, on a tellement été dri le fait qu'une métropole moderne, c'est d'abord conçu pour faire circuler des tonnes d'acier à grande vitesse, qu'on oublie qu'il existe une autre façon de faire. Amsterdam, dans le fond, c'est une anomalie assumée. C'est une ville qui est proportionnée pour les êtres humains, puis pas pour les chars. La machine s'efface au profit de l'humain. C'est exactement le fil conducteur de notre plongée d'aujourd'hui. On va décortiquer les stratégies ultimes pour maîtriser cette ville-là, en se basant sur le guide Ultimate Amsterdam Travel Guide, la mise à jour 2026 de chez Aéria Voyage. Ouais, un document super complet. Vraiment. Puis l'idée aujourd'hui, c'est pas de faire une espèce de checklist de choses à voir, tu sais, un peu plate. Notre mission, c'est vraiment d'extraire les 5 règles absolues pour comprendre cet écosystème-là. Fait que, comment on évite les gros pièges logistiques? Comment on se fond dans le rythme local? C'est ça, puis comment on utilise Amsterdam comme un genre de tremplin parfait pour explorer l'Europe du Nord sans aucune friction. Pour vraiment comprendre ce rythme-là, il faut d'abord saisir pourquoi cette ville-là exerce une telle force d'attraction sur la scène internationale. Tu sais, si on met de côté les petits canaux puis les belles façades pour 2 secondes. Ouais, la carte postale. Là. Exact. Le vrai moteur d'Amsterdam, c'est sa densité culturelle. Ça n'a juste aucun équivalent ailleurs dans le monde. C'est le premier de nos 5 points clés, puis c'est ce qui justifie à soi seul de payer un billet d'avion pour traverser l'Atlantique. On parle bien sûr du fameux trio de musées, hein, le Rijksmuseum, le musée Van Gogh, puis la maison Anne Frank. Ouais. La clé ici, selon le guide, c'est pas juste le prestige de ces places-là, c'est leur proximité géographique qui a juste pas de bon sens. C'est du jamais vu en planification urbaine, honnêtement. On parle de 3 institutions de calibre mondial qui sont concentrées dans un rayon de genre 15 minutes de marche les unes des autres. C'est unique au monde. C'est fou quand on y pense. C'est un peu comme si, mettons, on avait pris le musée du Louvre de Paris, le MoMA de New York, puis la Smithsonian de Washington, puis qu'on les avait tous encassés sur le même petit coin de rue. Ouais, c'est exactement ça. Sur le plan de la gestion du temps, pour un voyageur, c'est d'une efficacité redoutable. Il n'y a pas besoin de traverser la ville en métro pendant 40 minutes entre chaque visite, tu sais. C'est qu'on sauve un temps précieux. Tellement. Prenons juste le Rijksmuseum. C'est le sanctuaire absolu de l'âge d'or néerlandais. On se retrouve là, nez à nez avec la ronde de nuit de Rembrandt. Puis c'est pas juste une grosse toile, tu sais. Non, c'est un chef-d'œuvre. C'est considéré comme l'œuvre la plus accomplie techniquement de tout le 17e siècle. La maîtrise de la lumière, du mouvement, c'est capoté. Puis après, juste à quelques pas de là, dans la même bâtisse, t'as la laitière de Vermeer. Rien que ça justifie le voyage. Mais là, on sort, on fait quelques pas dehors, puis boum! On entre dans le musée Van Gogh. Qui abrite la plus grande collection au monde de ses œuvres en passant. Exactement. Puis ce qui rend le musée Van Gogh si percutant, d'après ce que je lisais dans l'analyse, c'est la façon dont c'est organisé à l'intérieur. C'est pas un fouillis aléatoire de toiles accrochées au mur, c'est un parcours purement chronologique. Ouais, c'est hyper bien pensé. Fait que dans le fond, on accompagne physiquement l'artiste à travers son état mental. On commence avec des œuvres super sombres, très rudes, comme Les mangeurs de pommes de terre. Ah oui, très sombre. Puis là, on marche vers son explosion de couleurs hyper vibrantes de la période d'Arles, dans le sud de la France, jusqu'à ses toiles finales qui sont beaucoup plus tourmentées, disons. C'est comme une biographie spatiale. C'est vraiment une immersion totale. Sauf que, ouais, il y a un mais. Une telle concentration d'œuvres aussi intense, ça crée un risque que les grands voyageurs connaissent bien. La fameuse fatigue muséale. Ah ouais, le cerveau qui déconnecte? Exact. Le cerveau humain peut juste pas absorber Rembrandt, Vermeer puis Van Gogh coup sur coup sans se saturer complètement à un moment donné.
C'est clair. Au bout de genre 3 heures, les couleurs finissent par se brouiller, puis on a juste le goût de s'asseoir. Fait que, comment on évite cette indigestion d'art-là si tout est littéralement collé? Ben, c'est là que le design urbain de la ville vient sauver la mise. Puisque tout est dans un rayon de 15 minutes, on a le luxe de fractionner ça. On peut très bien aller s'immerger dans la collection de Vermeer à l'ouverture le matin, puis après, ben, on sort, puis on va marcher dans le Vondelpark, qui était juste au sud du quartier des musées. Ah, bonne idée. Ce parc-là, il agit comme un genre d'immense sas de décompression cognitif. On y respire, on prend un café, on assimile ce qu'on vient de voir, puis on peut retourner explorer un autre musée en après-midi sans avoir l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais. Le parc devient comme une extension naturelle de la visite, une façon de faire redescendre la pression un peu. D'ailleurs, en parlant de pression logistique, on arrive à notre deuxième point clé, puis c'est de loin le point le plus critique de toute notre exploration. Absolument. C'est une information vitale à retenir pour ce fameux trio d'institutions-là. C'est une directive hyper stricte qui touche l'une d'entre elles. Tu sais, c'est le genre d'affaire qui peut littéralement faire dérailler un voyage si on l'ignore. C'est l'avertissement central du guide. Puis ça concerne la maison Anne Frank, située au 263 Prinsengracht. Dans le fond, c'est la bâtisse historique avec l'annexe secrète en arrière de la bibliothèque où la famille Frank s'est cachée de la Gestapo pendant plus de 2 ans. Ouais. Une visite d'une intensité rare, c'est surtout avec l'audio-guide qui nous murmure les mots de son journal intime direct dans les oreilles. Mais la règle ici, elle est sans appel. L'article est super clair là-dessus. C'est le seul et unique billet de tout le tour guide qui est catégoriquement non négociable. C'est tolérance zéro. Faut que les gens comprennent. C'est strictement impossible d'acheter des billets sur place. Impossible. Wow, OK. La réservation, elle est obligatoire. Elle se fait exclusivement via le site officiel, donc annefrank.org. Puis elle doit être faite, écoute bien, 6 à 8 semaines à l'avance en haute saison. C'est une règle absolue. Quelqu'un qui se pointe devant la porte sans son billet de prévente, ben il rentre pas. Fin de l'histoire. OK, attends 2 secondes. On va se dire les vraies choses, là. L'industrie du tourisme nous a tellement habitués à toujours trouver une porte de sortie. C'est vrai, mais pas là. Il y a sûrement un moyen de contourner ça, non? Genre un billet VIP coupe-fil de dernière minute revendu 3 fois le prix sur un autre site ou juste une petite ligne d'entente le matin pour récupérer les billets des gens qui ont annulé. Non, vraiment pas. C'est les réflexes classiques de penser qu'on peut payer plus pour contourner les règles, hein? Mais pas ici. Puis c'est super important de comprendre pourquoi. La maison Anne Frank, c'est pas géré comme une attraction touristique ordinaire pour faire du volume. C'est pas un parc d'attractions, ouais? Exact. C'est un lieu de mémoire, avec une solennité énorme. Le contrôle draconnier des foules, c'est la seule façon de préserver la nature même de cette bâtisse-là. L'annexe est minuscule. Si on laissait entrer des flux de touristes incontrôlés, l'atmosphère de recueillement serait totalement détruite. Ça ferait juste aucun sens. Fait que cette rigidité-là, elle protège l'intégrité de l'expérience. Donc la règle demeure. Puis je le répète, on réserve 60 jours d'avance sur le site officiel ou on n'y va pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Ben, le message est clair, on verrouille le calendrier sur Internet avant même de penser à acheter sa crème solaire, mettons. Ah, exactement. Bon, on a parlé de profondeur historique, des grands musées, des lieux de mémoire. Ça, c'est des environnements qui sont très contrôlés. Mais là, notre troisième point. Comment on fait pour basculer dans la vraie vie? Comment on s'imprègne de l'énergie brute d'Amsterdam au quotidien? Pour ça, il faut s'intégrer au flux sanguin de la ville. Puis ce flux-là, ben, il est propulsé par une seule mécanique, la bicyclette. C'est le vélo qui change tout. Ouais, on y revient. Amsterdam, c'est la seule grande capitale européenne où le vélo est pas juste un petit passe-temps du dimanche ou une attraction folklorique. C'est le mode de déplacement principal des résidents. Il y a littéralement plus de vélos dans cette ville-là que d'habitants. Ce chiffre-là est juste vertigineux quand on y pense. Puis la stratégie recommandée par le guide pour vraiment s'immerger, c'est de faire comme eux. Louer un vélo, ça permet de décupler son rayon d'action, tu sais. On quitte l'hypercentre super touristique pour aller se perdre genre dans le Jordan. Ah, le Jordan, c'est magnifique. C'est un ancien quartier ouvrier du 17e siècle. C'est là que tu trouves les ruelles super étroites, les façades typiques, puis surtout les fameux cafés bruns. Ah oui, les cafés bruns. Ça, c'est des institutions sociales incontournables. Ils s'appellent de même à cause de leurs boiseries sombres qui sont toutes patinées par des décennies de fumée puis de temps, parfois même avec du vrai sable sur le plancher pour absorber l'humidité l'hiver. C'est fascinant, ça? Ouais, c'est l'ancrage parfait dans la culture locale. Tu prends le temps de boire un genièvre, qui est le gin traditionnel de là-bas, dans une ambiance qui a l'air figée dans le temps. Fait que là, on sort du café brun,
mettons qu'on a juste pris un petit brin pour rester en équilibre. Vaut mieux, oui. On embarque sur notre vélo, puis on file vers le sud, vers le quartier de Pape. Là, on change complètement d'ambiance. C'est l'architecture de la fin du 19e, puis c'est vraiment le cœur battant de la diversité amsterdamoise. Oui, c'est là que se trouve l'immense marché Albert Cup qui s'étire sur 3 gros pâtés de maison. C'est un carrefour de saveurs incroyable. Tu sais, tu peux manger le classique hareng cru sur le coin du trottoir avec des oignons. Faut oser, mais c'est un classique. C'est ça. Puis juste à côté, tu peux plonger dans la gastronomie indonésienne ou surinamaise, qui est l'héritage direct du passé colonial des Pays-Bas. C'est riche, c'est parfumé. Bref, cette immersion-là à vélo, c'est l'expérience la plus authentique qu'on peut avoir. Ouais, mais... Puis c'est un énorme mais. D'après l'article, ce mode de vie-là, il vient avec un avertissement pratique qui est extrêmement sérieux. C'est d'ailleurs la question de sécurité numéro 1 pour n'importe quel visiteur, non? Absolument. C'est la fameuse règle de survie des pistes cyclables rouges. Parle-moi de ça, parce que ça a l'air intense. Super important. L'infrastructure de la ville est exceptionnelle. Il y a ces immenses voies peintes en rouge brique partout. Le gros problème, c'est que les piétons, surtout les touristes nord-américains, ils ont tendance à les confondre avec des trottoirs élargis. Ouais, grosse erreur. Énorme erreur. Il ne faut jamais, au grand jamais, marcher, s'arrêter pour texter ou même juste piétiner sur ces pistes-là. Les cyclistes locaux, eux, ils les utilisent pour la vraie vie. Ils amènent leurs enfants à l'école, ils sont en retard pour la job, ils transportent des meubles sur leur porte-bagages. Ouais, c'est leur autoroute, dans le fond. C'est leur autoroute, puis ils roulent très vite, ils sont des milliers, puis ils ont littéralement aucune pitié pour le touriste distrait qui bloque la voie. Ils vont te sonner après, au pire, te rentrer dedans. J'ai une image mentale super claire du danger, là. Tu sais, on marche tranquillement, on lève la tête pour admirer un beau pignon en cloche. On fait genre un petit peu de recul pour avoir un meilleur angle pour notre photo, puis bang! Ouais, bang! On est dans la voie rouge. Dans ma tête, c'est l'équivalent absolu d'aller prendre une petite marche bien relax au beau milieu d'une piste de Formule 1 en plein Grand Prix de Monaco. Le danger est fulgurant. L'analogie est brutale, mais honnêtement, elle est très juste. Puis ça illustre le grand paradoxe d'Amsterdam. D'un côté, c'est une métropole incroyablement paisible, il y a peu de criminalité, puis l'absence de chars crée ce silence apaisant dont on parlait au début. Ouais. Mais ce silence-là, il est traître, parce qu'il masque l'approche des vélos. Fait que c'est un environnement qui a l'air super relax, mais qui exige une hyper-vigilance constante. À chaque intersection, tu regardes à gauche, à droite, puis encore à gauche. On garde la tête haute, en gros. Bon, fait que là, on a sécurisé nos musées, on a notre réservation blindée pour Anne Frank, on sait comment pas se faire écraser par un vélo. Notre 4e point clé, ça concerne le calendrier. Quand est-ce qu'on déploie cet itinéraire-là? Ah, la question du timing. Ouais, parce que l'automne a de belles lumières, tu sais, l'hiver est feutré sur les canaux, mais le guide pointe vers une fenêtre saisonnière super spécifique qui surpasse tout le reste. Bien, pour quiconque a le luxe d'être flexible sur ces dates, la période de la fin mars à la mi-mai, c'est l'argument de vente ultime. C'est l'éruption du printemps néerlandais, puis ça vient avec un phénomène visuel à une échelle juste démesurée. Le triomphe de la tulipe. Exactement! C'est difficile d'exagérer l'ampleur de la chose. L'article mentionne les jardins de Keukenhof, à genre une quarantaine de kilomètres de la ville. Les chiffres sont juste délirants. On parle de 7 millions de tulipes, de jonquilles puis de jacinthes plantées sur 32 hectares de parc. C'est pas juste du petit jardinage de banlieue, là. C'est une vraie démonstration de force agricole. Puis le spectacle, il commence bien avant d'arriver aux portes du parc. Rien que le trajet en soi justifie la sortie. Tu traverses les polders hollandais, ces immenses terres plates, puis tu vois depuis la route des champs entiers rayés de couleurs fluorescentes. Wow! C'est une transformation éphémère du paysage. Ça redéfinit complètement l'expérience du pays. Puis faut pas oublier que cette fenêtre printanière-là inclut aussi une date majeure. Le 27 avril, le King's Day, le fameux jour du roi. Ah oui, toute une expérience. La ville entière, littéralement, vire à l'orange vif. Les canaux sont bloqués par une marée de bateaux remplis de monde qui célèbre. C'est une immense fête à ciel ouvert. L'énergie de la ville cette journée-là, c'est d'une cohésion impressionnante. C'est une fête nationale, une célébration collective qu'on voit presque nulle part ailleurs avec cette intensité-là. OK, mais je mets les freins une petite seconde. Parce que sur papier, tu sais, des millions de fleurs, puis une fête nationale couleur orange, c'est magique. Mais
de fin mars à mi-mai, c'est aussi le pic absolu de la haute saison touristique, non? Ouais, c'est le moment de pointe. C'est le moment où la planète entière décide de converger vers les Pays-Bas. Fait que est-ce que ça vaut sérieusement la peine de se jeter volontairement dans la plus grosse vague de touristes de l'année, devoir se battre pour une chaise dans un café, jouer du coude sur chaque petit pont, juste pour voir des tulipes? Exact, ça implique d'avoir une organisation blindée des mois à l'avance, mais pour ceux qui peuvent le faire, c'est la fenêtre à choisir. Bon, ça demande de la discipline, mais la récompense est au rendez-vous. Fait que, on a décortiqué la ville de fond en comble, mais il reste notre 5e et dernier point clé. Puis c'est un point fascinant parce que la vraie puissance d'Amsterdam, c'est aussi de pouvoir la quitter facilement. Son rôle de hub ferroviaire. Ouais, c'est un angle très souvent sous-estimé par les voyageurs qui viennent d'Amérique du Nord. Amsterdam, c'est pas juste une destination finale où tu restes coincé, c'est l'un des carrefours ferroviaires les plus efficaces de toute l'Europe. C'est un vrai tremplin. Tellement! Les liaisons de train à grande vitesse à partir de la gare centrale, ça t'ouvre un terrain de jeu européen phénoménal. Les temps de trajet mentionnés dans l'article donnent l'impression que l'Europe est toute petite. Tu sais, on peut embarquer dans le train Thalys puis se retrouver en plein centre-ville de Bruxelles en moins de 2 heures. C'est rien, 2 heures? Paris était à quoi? 3h45, puis avec l'Eurostar, on rejoint Londres en seulement 3h45 aussi. C'est hallucinant. Et ça, tu sais, c'est sans parler des distances super locales. En 45 minutes de train, tu rejoins Rotterdam pour voir leur architecture ultramoderne, ou bien La Haye en une petite heure pour aller voir la fameuse jeune fille à la perle de Vermeer au musée Mauritshuis. Tout est tellement proche. Fait que l'idée du guide, c'est qu'on peut construire des itinéraires multivilles massifs, reliés à Amsterdam, Bruxelles, Paris puis Londres, sans jamais, au grand jamais, mettre les pieds dans un aéroport de tout le séjour. C'est le summum du voyage fluide, honnêtement. Ça change complètement la donne sur le plan psychologique. Tu sais, si on réfléchit 2 secondes au parcours du combattant que représente un vol intérieur européen aujourd'hui. Ouf, ouais. L'enfer. Faut se rendre à un aéroport qui est souvent situé à 1 heure de la ville en taxi. Ensuite, tu subis l'anxiété des files de sécurité. Il faut enlever ses souliers, vider ses liquides dans des petits sacs en plastique, attendre dans un terminal sans âme en gardant le tableau des départs en espérant pas avoir de délai. Puis après, chercher comment rejoindre le centre-ville une fois atterri. Exact. Toute cette énergie-là gaspillée, elle s'évapore complètement avec le train. C'est la disparition totale de la friction. Le train à grande vitesse, il redevient une extension agréable du voyage plutôt qu'une grosse corvée. Tu t'installes dans un fauteuil super spacieux, tu regardes le paysage défiler tranquillement par la grande vitre, puis tu arrives directement au cœur de la prochaine métropole, prêt à explorer. En plein centre, direct. C'est d'une élégance logistique imbattable. C'est l'angle parfait pour vendre, ou plutôt pour concevoir un voyage en Europe du Nord. C'est la liberté totale. Fait que si on ramasse tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, on a vraiment un plan d'attaque complet, nos 5 piliers pour maîtriser ce territoire-là. Ouais, on peut résumer notre arsenal de même. Numéro 1, exploiter la proximité inouïe du trio de musées qui à lui seul justifie de traverser l'océan. Numéro 2, le point le plus critique. Oui. Ne prendre absolument aucun risque, puis réserver la maison Anne Frank des mois d'avance sur le site officiel, parce que c'est la seule règle véritablement intraitable. Numéro 3, embrasser le chaos organisé des bicyclettes, louer un vélo pour vivre le vrai Amsterdam, mais traiter les pistes cyclables rouges avec le plus grand des respects, mettons, pour notre propre survie. Ah, oui. Numéro 4, viser courageusement la folie du printemps de fin mars à mi-mai pour le spectacle démentiel des 7 millions de tulipes de Keukenhof, puis l'énergie orange du jour du roi. Puis finalement, numéro 5, utiliser l'efficacité redoutable du réseau ferroviaire pour faire d'Amsterdam le point de départ idéal d'une exploration européenne à grande échelle, sans dépendre de l'avion pantoute. En combinant ces 5 éléments-là, on élimine la friction puis on maximise vraiment l'immersion. Tu sais, être informé à ce point-là avant même de partir, c'est ce qui permet d'avoir la tête vide de soucis une fois sur place. C'est le vrai luxe, ça. Le luxe de pouvoir s'asseoir dans un café brun du Jordan, de boire son genièvre, sans paniquer parce qu'on s'est trompé de billet ou qu'on est coincé dans la mauvaise file d'attente. C'est la différence entre subir un voyage puis le vivre pleinement, tu sais. Tellement. Mais avant de se quitter là-dessus, il y a une réflexion un peu inattendue qui me frappe. On a commencé l'analyse en disant qu'Amsterdam, c'est une anomalie. C'est une ville bâtie pour l'humain et non pas pour le char. Ouais, le fameux renversement du paradigme. Exact. Mais si on accepte l'idée que notre environnement urbain dicte notre façon de penser, notre rythme cardiaque, puis même notre niveau de stress social au quotidien,
qu'est-ce qui arrive quand on passe genre 10 jours dans cet écosystème-là? Ah! Je vois où tu s'en vas. Fait en rentrant à la maison, c'est d'être complètement dégoûté par nos propres villes nord-américaines. Ouf! Le choc du retour. Ouais. Celles qui sont construites autour du béton, des autoroutes à 6 voies, du bruit perpétuel puis des stationnements infinis. C'est ça le vrai danger d'expérimenter une ville qui est réellement faite pour l'humain. Le retour à la réalité de la machine, il risque d'être assez brutal. C'est clair que ça change une perspective de façon permanente. C'est certain. Une petite question provocatrice à méditer tranquillement pendant qu'on prépare nos bagages. Merci d'avoir partagé cette plongée-là avec nous. Ça fait plaisir. C'est une ville qui laisse personne indifférent. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aeria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.